Aujourd'hui, à Regard, on rencontre des vétérans de la guerre d'Afghanistan, on parle avec des nominés du Gala-Prix Treilhard et on découvre un nouveau médium, la cire d'abeille. Bonjour et bienvenue à Regard, ici Amélie Trottier. Aujourd'hui à l'émission, on se remémore la guerre d'Afghanistan à travers les portraits saisissants du photojournaliste Stephen J. Thorne et on rencontre deux vétérans. Alors voici le reportage. Ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment, on trouve avoir le corridor avec les photos en noir et blanc, ça donne une impression. Je ne sais pas, c'est vraiment touchant. Ce que j'ai trouvé vraiment, c'est lorsqu'on lit une des histoires, on veut lire la prochaine et la prochaine et la prochaine parce que chacun c'est différent, mais ça donne vraiment, c'est touchant, ça parle des conséquences humaines de la guerre. Et on a voulu commencer avec quelque chose, une histoire assez puissante au début. On a trois femmes dans l'exposition et c'était par exprès qu'on a les séparées le long du corridor parce que pour moi, comme femme, je regarde toujours, je cherche les histoires des femmes. Alors, c'était important de les avoir le long du corridor. Mais c'est vrai qu'il y avait plus d'hommes que de femmes en Afghanistan, mais les deux étaient là et c'était important de voir les histoires des deux. Il est arrivé plusieurs événements en Afghanistan. C'était la guerre non-stop jusqu'à l'événement ultime. Fait que pour l'aspect psychologique, il y a eu plein d'histoires, une après les autres, qui ont fait en sorte qu'après, il y a eu un travail à faire. Puis sur l'aspect physique, j'ai été atteint par un lance-roquette. Ils ont commencé à nous attaquer sur la fin de la prière. Habituellement, la prière finit par « Allah Akbar ». Puis là, c'est « Allah, Allah, Allah ». Ils n'arrêtaient pas. C'était comme le mot d'ordre pour lancer l'attaque. Ils ont commencé à nous attaquer avec du small arm. Ils ont lancé un premier RPG-7 qui ne nous a pas atteints. Fait que là, on a vu le coup de départ, d'où ça venait. J'ai regardé toutes mes armes, moi, ils étaient montés sur des gros trépieds, comme des caméras, là, comme ça. Fait qu'ils étaient pas... Je pouvais pas le mettre dans la direction. Fait que l'autre garçon qui était avec moi dans l'autre OP, lui, ses armes, fait qu'il a commencé à engager l'ennemi. Moi, j'étais allé chercher dans notre OP un lance-roquette canadien qui s'appelle le M72. Puis quand j'ai venu pour le prendre, l'ennemi avait mis un autre missile. Il avait réajusté le tir. Puis celle-là, il a éclaté dans mon poste d'observation. J'étais dans les blindés, donc les chars d'assaut, les tanks. Mon premier déploiement en Afghanistan, j'étais seule. J'ai été déployée du Canada et puis j'ai tout fait le voyage seule. Pour une première fois en Afghanistan, sur un terrain de guerre, je serais menteuse de dire que j'avais pas peur en dedans de moi. J'étais contente d'avoir servi et puis c'est sûr que c'est difficile là-bas. Puis on a toujours quand même assez hâte de revenir, retrouver nos familles, tout ça. Par contre, moi, ayant remplacé quelqu'un, j'ai fini une mission, donc j'ai été là 2 mois ma première fois. Donc quand je suis revenue, j'ai tout de suite été demandée de joindre un escadron qui commençait l'entraînement pour aller en Afghanistan. Puis j'ai choisi de retourner pour une mission complète, là. On est entraîné des années, puis l'Afghanistan s'est installé sur une période assez longue. Donc, pour nous, c'est toujours un certain accomplissement de mettre à profit là, nos entraînements. On entend souvent il y a eu des morts. Mais on oublie souvent que chaque fois qu'il y a une personne qui est morte, il y a plusieurs blessés. Et puis, je trouve que c'est une belle opportunité de mettre ça en lumière et puis de montrer la force aussi de toutes
ces personnes-là qui ont passé par des moments très difficiles, ayant perdu des membres ou dans d'autres cas, des blessures psychologiques. Je pense que c'est important de montrer ça à la population. Les soldats qui ont servi en Afghanistan, on est tous dans les communautés blessés, tout ça, puis certains choisissent de raconter leur histoire. Je pense qu'il y a une certaine proximité qu'il n'y a pas nécessairement avec ceux qui sont de la Première, Deuxième Guerre mondiale. Il n'en reste plus beaucoup. Ils sont maintenant rendus très âgés. Donc, je pense que c'est ça que ça fait. Ça crée cette proximité-là avec les soldats. Tu sais, moi, je crois que moi, où ce que ça peut avoir joué, mais je vais aller par le côté négatif de la chose parce que c'est ça qui monte. Mais moi, ce que ça a fait, c'est vu que moi, j'ai encore mes jambes, que, tu sais, j'ai des amis qui sont morts sur le terrain, il y en a qui sont venus extrapiés. Fait que là, moi, je reconnaissais pas. Je me disais, « Hey, Gordon, t'es correct, toi. » Fait que je reconnaissais pas ma blessure parce que je me comparais à ça. Mais ça, tu sais, ça te suit. Si tu fais pas ça, ben le rétablissement n'est pas possible. Tu sais, la première étape, c'est l'acceptation. Fait que est-ce que je vais bien aujourd'hui? Oui. Mais est-ce que j'ai travaillé fort énormément? Puis je pourrais décrire là, que mon état, je suis en thérapie continuelle. Il faut tout le temps que je sois attentif. Il faut que j'aille identifier les subtilités des symptômes de stress opérationnel, parce qu'il y a des choses qui sont faciles. Quand j'ai peur que quelque chose explose, quand je suis hyper vigilant avec mon garçon, tu sais ça, OK, ça vient de là, j'ai un mantra, puis ça diminue. Mais quand c'est des subtilités, que j'ai de l'émotion trop... Tu sais, quand quelqu'un me dit pas les vraies choses, ça veut pas dire que je vais sauter sur une bombe, là, ma vie n'est pas en danger. Fait que si l'émotion est trop intense, Fait que c'est pour ça que je dis que je vais bien, mais je suis en thérapie constante. Puis tu sais, moi, ça fait 11 ans de ça. Puis là, 9 ans, il a fallu que je quitte l'alcool, puis tous les produits qui pouvaient altérer mon comportement. Là. Puis il a fallu que j'arrête complètement pour pouvoir travailler sur mon post-traumatique. Puis depuis 9 ans, le travail se continue. Tu sais, je vois encore un psychiatre, puis je vois encore un psychologue à chaque semaine. Parce que c'est encore là. Mais merci mon Dieu, je suis en santé, je sais ce que j'ai à faire, puis je vais négocier avec ce que j'ai. Quand j'ai laissé ma carrière, j'ai tout laissé derrière. Et puis, je dois dire que pour moi, de venir au musée de la guerre, c'était une peur. Autant que j'aurais aimé venir avant, autant que c'était comme difficile pour moi. Donc, c'est la même chose, avoir les tanks. Je manque pas ça. J'adorais ça, j'ai aimé tout de ma carrière. Je regrette rien, mais par contre, c'est derrière. Maintenant, je regarde en avant. Bien sûr, je suis changée. Par contre, après l'événement qui a causé un syndrome post-traumatique chez moi, en 2009, il y a un 10 ans d'écart. Et puis, quand je regarde en arrière et puis que je me rappelle être dans un trauma profond, à un endroit dans ma vie où je croyais que la vie n'avait plus rien à offrir, que c'était la fin pour moi. Puis aujourd'hui, où je m'accomplis, je relève de nouveaux défis. Bien sûr, j'ai toujours le syndrome post-traumatique. J'ai développé des outils, j'ai fait beaucoup de thérapie et tout ça, puis j'ai grandi là-dedans. Donc, j'apprends à vivre avec cette blessure. Et puis, la preuve étant dans cette belle exposition-là, c'était pas fini. Donc, faut pas abandonner. Toujours à Regard, on poursuit en musique
avec des artistes nominés pour le Gala des prix Trior. Celui-ci aura lieu du 29 avril au 2 mai prochain et marquera son 10e anniversaire. Nous sommes ici pour dévoiler les nominations du prochain Trior, un événement qui célébrera sa 10e édition en mai 2019. Dans une industrie en constant changement, les nouvelles idées sont des moteurs essentiels à la découverte de nos artistes et la pérennité de notre industrie. Même si le ciel est triste, que les nuages touchent le soleil, que les vagues dansent sur un autre rythme. L'industrie est constamment en train de changer, c'est sûr, on le sait tous, mais avoir encore ces valorisations-là, ça nous permet d'avoir d'autres expériences aussi, parce qu'il y a des gens ou des festivals ou peu importe que c'est sûr que ça aide quand tu as reçu ces nominations-là ou ton album a été écouté ou valorisé. Donc, puis parfois, ça fait ou même relancer le projet, relancer l'album, que ce soit un vidéoclip, peu importe. Fait que ça fait juste leur redonner une deuxième exposition qui est vraiment le fun. Donc, moi, je pense que ça vaut la peine. Puis, je veux dire, si toutes les autres industries peuvent l'avoir, nous autres aussi, on peut l'avoir. Puis, je pense vraiment que hors Québec, la musique francophone a besoin de ça aussi pour se faire connaître. Donc, je pense que c'est aussi une bonne vitrine pour tous. Fait que... Je suis peut-être pas faite pour vivre en ville, mais je sais pas parce que je suis pas dans là. Parce que moi, le monde, je les trouve débile. Donc, moi, j'avais eu cette idée-là du groupe il y a plusieurs années passées. On habitait ensemble, puis on jouait même pas de la musique ensemble. Puis j'avais eu cette idée-là de former un groupe trad, rock. Puis là, d'être nommé après quelques années comme meilleur groupe rock, meilleur spectacle. C'est des belles nominations là, pour un projet comme le nôtre. On dit, nous autres, les Rod Swamp, c'est un show band. Oui, c'est le fun, l'album et tout. Quoi qu'on aurait bien aimé avoir des nominations pour l'album, mais reste que le produit, à la base, c'est un band de spectacle. À cause qu'on fait de la musique traditionnelle en français, veux pas, les gens associent ça un peu avec des porte-paroles ou l'image, tu pourrais dire, canadienne-française. Alors, ça vient un peu comme un automatisme dans ce sens-là, mais d'être fier franco-ontarien aussi, je pense que ça rajoute aussi parce qu'on se proclame quand même comme ça. Avant le gala, on s'en va faire une présence dans l'Ouest canadien. On a une quinzaine de spectacles là-bas. On veut se mettre à la création, commencer l'écriture du prochain album, mais c'est sûr là, qu'on veut aller... je pense qu'on a quelques dates au Nouveau-Brunswick aussi, aller fêter l'Acadie là-bas. Et on essaie de s'ouvrir du côté québécois aussi. On y va largement, là. Les jours, je les compte, ni en or ni en ombre, ni par la lueur de l'astre, et non plus par son ombre. On a eu la chance de partager notre musique à travers le pays. On a rencontré de nouveaux publics, on a vu de nouvelles villes. Ouais, ça a été vraiment incroyable. Puis, on est en plein mode préparation maintenant pour la suite. Donc, nous, nos têtes sont parties loin en rêvant d'autres tournées et d'autres projets musicaux. Donc, c'est vraiment spécial. On se sent très heureux. Nous, je veux dire, c'est notre premier album qu'on a sorti entièrement en français. Alors, c'est notre premier album comme de longue durée aussi. Oui, absolument. Ouais. Alors, de voir que la réponse a été si positive, ça remonte le moral. Ça rajoute de l'étincelle dans les yeux, puis ça nous donne soif pour la suite, justement. Pour cet album-là, j'ai enregistré comme 50 tunes à peu près. Et j'ai coupé ça à 13. Et plusieurs des tunes sur l'album, il y a une dizaine, 5-10 versions de chaque. Fait que j'ai vraiment beaucoup travaillé les choix des tunes et des arrangements parce que je l'ai aussi réalisé cet album-là, contrairement aux autres. Quand on arrive à la conférence de presse de Trior, pour moi, c'est des gens que je connais depuis des années dans la même pièce. Fait que c'est surtout comme ça que je fonctionne. Le reste la trépidation d'être nominé, la déception de perdre ou la joie de gagner signifie pas grand-chose. Ça arrive et ça repart, tu sais. Mais les gens et les relations qu'on a avec les gens dans la pièce, ça, c'est plus réel. Et puis aussi, il y a le côté de... entre les albums, on a une existence artistique qui est un peu abstraite. Et donc, l'album devient une manière de faire, pas seulement reparler de soi, mais de se faire entendre. Donc, c'est agréable pour moi. Il y a un côté de renaissance là-dedans. C'est ma première nomination pour l'émission Suivez-moi. Puis quand on parle de la PCM, le Gala Trior, c'est une association pan-canadienne
de se faire reconnaître par ses pairs, les gens de l'industrie, pour une émission que j'ai conçue avec des gens, tout un groupe de gens qui a évolué à travers le temps. On est à notre 4e saison qui va diffuser bientôt à TV Rogers. Suivez-moi, c'est vraiment une émission qui met en avant-plan les artistes, dont des musiciens qui utilisent ces médias sociaux et aussi des blogueurs, des youtubeurs. Ils utilisent les médias sociaux pour se faire connaître leur musique et aussi faire connaître leur talent. J'ai voulu créer cette plateforme-là pour permettre à avoir une rencontre une à une, en intimité, savoir pourquoi ils ont publié cette publication ou cette vidéo, c'est quoi l'histoire derrière vraiment cette publication. Alors c'est ça, suivez-moi. Je ne sais pas suivez Sabine, mais suivez l'artiste que je passe en entrevue. Marie Léger expose présentement ses œuvres dans la galerie d'art Eugène Racette au MIFO. Cette artiste polyvalente nous accueille chez elle pour nous partager son amour de la cire d'abeille. Au secondaire, je faisais de la peinture, mais plus tard dans ma vie, j'ai décidé que je voulais avoir un genre de passe-temps. J'aimais beaucoup le camping puis les randonnées, alors j'ai trouvé que la peinture plein air me donnait bien. Alors j'ai fait pendant plusieurs années de la peinture à l'huile plein air. J'ai fait un voyage à Vancouver, puis à ce moment-là, j'ai rentré dans une de leurs belles galeries et j'ai vu une énorme peinture de 10 pieds par 10 pieds d'un artiste. Plus tard, j'ai su que c'était un artiste assez renommé. C'était fait avec de l'encaustique, mais lui, c'était le microcristalline. Celui-là, il permet plus de relief, mais il est plus toxique, alors je ne le touche pas. Mais ça m'a tellement frappé, la beauté de sa peinture, que je me suis promis que quand j'aurai le temps, je commencerai je prendrai ça comme médium. C'est un médium assez compliqué à servir, alors on ne fait pas juste ça à temps partiel. Il faut vraiment rentrer dedans. C'est de la peinture avec de la cire d'abeille. Il y a aussi une résine pour le durcir. Puis dans la cire qu'on fait fondre, on ajoute des pigments. Puis c'est avec ça qu'on peinture. Alors quand j'ai commencé l'encaustique, je faisais des affaires. Je mettais du mica puis des troncs d'arbres puis toutes sortes d'affaires. C'était bien plaisant, j'ai bien aimé ça. Mais à un certain point, je commençais à manquer les paysages, puis je me suis dit, au fond, j'aime ça, les paysages. Alors, j'ai commencé à faire des paysages en encaustique. Puis c'est vraiment les 15 ans de peinture plein air qui ressortent dans mes peintures. J'essaie toujours au début d'être très spontanée, puis de ne pas être trop exact, parce que ça devient trop rigide, la peinture. Alors, souvent, je vais prendre mon pinceau, puis lancer ou faire éclater de la peinture, puis après ça, je regarde, puis j'en enlève. L'encaustique, c'est plusieurs couches, c'est pas juste une peinture. La plupart des peintures ont une vingtaine de couches. Alors, tu peux te permettre au début de faire un peu des foleries, calculées comme de raison. Puis là, tu enlèves, puis c'est un processus de monter la peinture comme ça. Le truc, c'est de ne pas penser à la peinture, penser à d'autres choses pendant que tu peins pour pouvoir juste laisser les choses arriver. Si je suis trop concentrée sur ma peinture, c'est rigide. Puis c'est ça qu'il faut éviter. Il faut que la spontanéité soit là. Alors, le cerveau logique, c'est l'ennemi de la peinture. Hein? Il faut vraiment laisser les choses sortir. Quand je fais ces éclats-là, c'est pour donner un mouvement
à la peinture, puis pour donner moins de précision. Souvent, quand je vais faire des éclats, je vais enlever la moitié des éclats parce que, tu sais, ils ne sont pas où je veux qu'ils soient, ça ne marchera plus. Alors, vraiment, c'est pas seulement 20 couches de peinture, c'est comme 20 couches, mais il y en a 10 que j'ai enlevées, tu sais. Alors, t'en mets, t'en enlèves, puis tranquillement, la peinture se promène. Quand c'est trop parfait, c'est serré. Puis aussi, quand je fais les éclats, c'est pour donner un début à la peinture qui n'est pas précis. Alors, avec le mouvement, ça donne la montagne. Bien, peut-être que la montagne aurait dû être là, mais c'est ça, tu sais. Alors, en faisant ça, ça permet à la peinture de se développer, pas moi de m'imposer sur la peinture. Souvent, l'artiste, c'est la personne la plus critique envers son art. Puis on regarde une peinture, puis on voit les choses qui nous achalent. Mais quand on voit une exposition au complet, l'ensemble, c'est là où c'est comme « Ah, c'est vrai, c'est là où je m'en parle. » Tu sais, c'est bien, tu sais. Alors, je trouve que ça m'encourage de voir quand l'art est tout dans une place. C'est des peintures des paysages de la région. Il y a aussi des paysages quand je voyage, quand je reviens. Il y en a quelques-uns qui sont de mon voyage dans l'Est, au Nouveau-Brunswick, la Terre Rouge, ça m'a fasciné. Alors j'ai fait des peintures de ça. Il y en a qui racontent l'histoire de la Chine avec le smog. Alors c'est une collection de mes paysages. Puis il y en a que c'est de la région. Mer Bleue, j'aime bien peinturer. L'île Pétrie, ces coins-là de la région. Alors, on peut s'attendre à voir des peintures régionales aussi. Pour conclure cette première émission de Regard, on aimerait remercier le Centre des Arts Chinkmin de nous avoir accueillis dans leurs installations. Restez à l'affût des événements artistiques dans la région. Et sur ce, merci d'avoir été des nôtres et on se revoit à la prochaine émission de Regard.